Troisième partie sur les API web. Cette vidéo est plus une vidéo de cybersécurité entre les deux mondes qui sont le back et le front. On va voir que même s'il y a des échanges entre les deux, ces échanges peuvent être interceptés par une personne malveillante. Donc on va revoir le mécanisme des 5 sécurités importantes sur une API web. Il existe une multitude de technologies dans les 5 domaines de sécurité. Ces 5 sécurités qui sont l'authentification, les autorisations, les validations des données, la sécurité, le cryptage et les certifications SSL. Donc on reverra le principe de clé privée et clé publique. Et en cinquième, on verra les politiques cores qui permettent de faire du cross-domaine au niveau des appels API, ce qui est interdit de base quand on a une application web. Et on verra comment mettre en place les politiques de restriction sur les adresses IP ou qu'un utilisateur malveillant essaye plein de combinaisons possibles pour essayer de trouver les données attendues de notre API. On verra aussi le principe de token sur une API. Cette vidéo sera décomposée en 2 parties. Première partie, les échanges réseau entre le back et le front. On va plus voir les mécanismes d'échange HTTP avec notamment les valeurs JSON qui sont transmises entre le back et le front. Et dans une deuxième partie, on reverra les 5 principales sécurités à mettre en place dans une API web pour justement sécuriser son application web. C'est parti. Je vais vous montrer dans cette partie les échanges réseau entre un front JavaScript et un back PHP. Donc on va étudier notamment les échanges au niveau du protocole HTTP parce que ce sont ces échanges HTTP qui circulent entre le back et le front. On verra que dans ces échanges HTTP, ce sont surtout des données brutes au format JSON qui sont transmises. Alors pour cela, on est obligé de démarrer Wireshark et de mettre un filtre parce que sinon c'est vite le bazar. Donc il faut filtrer sur votre nom du serveur. Donc pour mettre un filtre, c'est simple, il faut se mettre ici. Donc moi le PC où il y a Wireshark c'est 1.49. Et le problème c'est que ça, c'est que dans un seul sens, il faut aussi prendre les captures qui vont dans l'autre sens. L'IP destination devient la source et l'IP source devient la destination. Ici. Donc là, Samba travaille forcément puisque mon code est sur Samba directement. Je vais lancer une appli get. Hop, là je l'ai lancé. Je vais arrêter la capture. Et ici, on va voir la trame TCP envoyée et la HTTP. Donc en get, on retrouve ici la demande HTTP. On voit bien ici que la requête HTTP envoyée ici, c'est bien un appel d'API, que j'ai bien les données PHP, donc ça c'est l'entête. On voit bien ici le head avec toutes les propriétés, donc les cookies, ça j'expliquerai après. Et il n'y a pas de body dans le get. Et puis on a la réponse ici, 200, avec le résultat. Je vais maintenant passer au post. Ici, je vais lancer mon API post. Donc, j'ai bien mon API post qui est lancé au niveau du réseau. On voit bien la requête post qui est arrivée sur mon serveur, ici, avec les données 2 et Toto. Et on a bien la réponse HTTP 200 avec les propriétés et les données. Donc là, les données cryptées, c'est pour ça qu'on ne voit pas en clair les données de mon body. On va parler maintenant de la sécurité, en montrant des pistes de sécurisation des 5 grands domaines de sécurité entre les API. Web, c'est-à-dire entre l'appel d'une API depuis le front vers le back. La sécurité d'authentification. Donc ça, c'est typiquement une fois que vous êtes logué, vous appelez la méthode iset et vous vérifiez en variable de session que vous avez bien une donnée connexion ou un ID ou ce que vous avez suite à l'identification par mot de passe de votre utilisateur. Donc dans l'API, vous allez tout le temps vérifier s'il a déjà été connecté. Puisque l'API est une requête HTTP, dans la requête HTTP, vous avez forcément l'adresse IP et le numéro de session. Ensuite, vous avez aussi le principe de token, c'est-à-dire que vous distribuez une token. Donc une token, c'est une chaîne de caractères compliquée sur 255 par exemple caractères, un énorme mot de passe. Vous délivrez une token à votre client et le client devra mettre cette token dans son API pour être sûr d'être identifié, puisque une token est difficilement copiable, sauf si on accède directement au disque dur de la personne. Et on va voir en fait comment ça se passe au niveau du code. Lorsque je vais mettre session start dans mon code, ici, je vais lancer mon mécanisme de session. Avant, quand j'appelais mon API, si je regardais les cookies, je n'avais aucune valeur quasiment dans mes cookies. Maintenant, quand je vais refaire la même chose, ici, au niveau des cookies, j'ai maintenant un numéro de session, ce que je n'avais pas avant. En fait, quand vous allez vous connecter et naviguer sur l'application, l'utilisateur va se connecter avec son login et son mot de passe. Et vous allez sauvegarder ça dans une variable de session. Du coup, dans votre API, à partir du moment où vous mettez le mécanisme des sessions, vous pouvez vérifier une variable de session. Donc par exemple, si en session, quand il s'est connecté, vous aviez mis un connect égale true, vous pouvez vérifier si la variable de session et si elle est à true. Donc if iset, vous vérifiez que la variable de session existe et vous vérifiez qu'elle est égale à true. Et dans ce cas-là, vous mettez votre code et sinon, vous mettez une valeur de retour
de 0, vous n'êtes pas connecté. Donc là, tout le code, je le mets que si je suis connecté en session. Et là, normalement, pour sécuriser votre API, si j'appelle l'API ici, je ne suis pas connecté, forcément. Si j'exécute ici la réponse, le résultat, je ne suis pas connecté. Donc là, j'ai protégé mon API. Pour se connecter, il faut que sur une autre page, je me connecte. Donc là, je vais simuler une connexion rapide. Je vais créer une deuxième page. Ici, je vais mettre, donc il faut que je la mette en PHP, sinon ça ne fonctionne pas déjà. Donc là, je lance un session start, toujours en PHP, je vais mettre en haut. Là, normalement, par rapport à avant, ici, si je vais regarder dans le stockage, je n'ai pas du tout de... Si je regarde ici, au niveau de mes cookies, index.php, ici, je vais avoir un numéro de session. Si j'actualise, j'ai toujours le numéro de session. Du coup, quand j'appelle l'API, normalement, ici au niveau du réseau, je n'ai rien parce que je n'ai pas fait de ma connexion, pardon. Ici, je vais de connect, c'est bien la valeur que j'utilise dans mon API, connect. Je vais lui passer true, donc je sauvegarde. Et là, dans mon code, j'ai toujours mon numéro de session qui est le même, seulement mon paramètre à true, je ne le vois pas, mais si j'appelle une API, par exemple la get, bien maintenant je suis connecté, il me donne les résultats. Par contre, sur Postman, je ne me suis pas connecté, j'ai pas de valeur de session. Du coup, si j'appelle ma page, je ne suis pas connecté. Ici, voilà. Par contre, si je prends ça, PH session ID ici, et que dans Postman, je le rajoute dans le cookie. Donc ici, je vais rajouter une balise cookie. Je vais forcer le numéro de session. Je vais mettre PHP session égale, et là, je mets le même numéro de session, celui-ci, pour le domaine 65193. Maintenant, je suis connecté parce que j'ai mis le même numéro de session. Donc, le numéro de session est important. Je suis sur la même machine avec la même IP, c'est pour ça que ça fonctionne au niveau de la session. Si vous piquez le numéro de session de quelqu'un, ça ne marchera pas parce qu'il va associer, Apache va associer numéro de session et IP. Comme vous n'aurez pas la même IP, forcément, vous n'arriverez pas à avoir les données de la personne. Donc, voilà comment avoir la sécurité sur l'authentification. Alors, on a vu comment, en JavaScript, on récupérait les données JSON. Bon, pour l'instant, je les ai mis dans une console.log. Il est évident que pour les mettre dans son code, la façon la plus simple, c'est de récupérer une div de son HTML avec la méthode document.getElementById. Et ensuite, une fois que vous aurez votre div dans votre code, en objet, l'objet div, vous pourrez faire un point innerHTML égal, et dans ce innerHTML égal, vous y mettrez la valeur de votre donnée JSON que vous voulez afficher dans votre div. Ça permet, une fois que vous avez récupéré les données en JSON, de faire un petit traitement JavaScript pour aller mettre à jour votre page internet. Et ce, sans rafraîchir la page. En numéro 2, on va parler maintenant de l'autorisation. Une fois que la personne est identifiée, c'est-à-dire qu'elle a sa token et qu'elle s'est loguée avec son user ou son mot de passe, est-ce que c'est pour autant qu'elle a le droit d'accéder à toutes vos API? Eh bien non, ça dépend. La première méthode, c'est est-ce qu'un utilisateur est admin ou non? C'est une façon de sécuriser un peu son système. On va rajouter dans l'objet user le fait d'être admin, et puis dans la base de données un champ isAdmin ou non. Et puis, eh bien, on va tester si le user est admin pour faire quelque chose de son API. Si l'utilisateur n'est pas admin, l'API renverra une erreur pour dire que voilà, l'utilisateur est bien authentifié mais n'a pas l'autorisation d'utiliser cette API. Ici, au niveau de l'authentification, vous pouvez vérifier que les sessions est admin et ne faire que l'opération de l'account. Donc là, vous pouvez rajouter que $session isAdmin. Mais il aura fallu préalablement mettre $session isAdmin égale true quand vous vous êtes connecté. Et quand vous avez fait votre connexion user se connecte, dans mon objet user, quand je fais se connecter, si le login et le mot de passe au niveau de la requête c'est bon, c'est-à-dire que si j'ai un résultat, eh bien dans $session connexion je vais mettre true, et dans le $session ID je mets l'ID, mais j'aurais pu aussi mettre dans un $session si je suis admin ou pas. Et du coup, dans mon API, je pourrais tester si je suis admin ou pas, tout simplement. Donc ça, c'est pour l'authentification. En numéro 3, on va parler des validations des inputs. Alors là, c'est un peu la jungle parce qu'il existe des dizaines et des dizaines de méthodes pour nettoyer une chaîne de caractères. Parce que lorsque vous avez une chaîne de caractères dans un input, c'est le client, l'utilisateur qui fait ce qu'il veut. Il est chez lui, il peut mettre ce qu'il veut dans son input. Donc, il peut mettre des caractères spéciaux, il peut mettre différents trucs pour essayer de casser et de bypasser votre code pour récupérer des informations. Donc, toute la chaîne doit être nettoyée. Alors, pour cela, on peut ajouter des slash sur les caractères spéciaux. On appelle ça, voilà, la méthode // sur tous les données post ou get, c'est possible. On peut aussi utiliser la méthode iset pour vérifier qu'une variable existe dans un $post, etc. On peut utiliser URL decode c'est ce qui permet de remplacer les espaces par des pourcentages 20 et puis les caractères spéciaux par des données qui passent bien en get et en post. On peut aussi utiliser un str replace pour remplacer les caractères que l'on ne veut pas entrer dans sa base.
Voilà, donc des techniques comme ça, il y en a des vingtaines. Là, la seule solution, c'est de tester son code et de forcer plein de choses pour voir si son formulaire est fiable et s'il ne casse pas son application. À partir du moment où vous prenez le formulaire d'un voisin, que dès que vous rentrez quelque chose qui n'est pas attendu, va mal sécuriser ses entrées et ses inputs. On passe maintenant au quatrième, donc ça c'est le cryptage. Je vous renvoie à l'information de clés privées et de clés publiques. La clé publique sera donnée au front, il va encoder ces données avec la clé publique. Et vous, avec la clé privée, vous allez récupérer ces informations et vous êtes sûr que c'est votre client est sûr que ce qui est crypté ne sera décrypté que par vous, donc que par l'application, que par l'API. Le principe est le suivant. Coucou va être chiffré avec la clé privée, c'est-à-dire que c'est une clé de chiffrement qui va donner un résultat. Par exemple, coucou va se transformer en 4C44D4E4F3. Et ce message, un peu bizarre, illisible, parce qu'il n'y a absolument pas coucou, peut être distribué à tout le monde et ceux qui ont la clé publique peuvent faire la cryptation inverse pour retrouver le mot coucou. Il n'y a que cette clé qui peut déchiffrer le message. Si vous pensez qu'il est possible de tester toutes les clés possibles avant d'arriver à retrouver le résultat, ça prendrait des années pour un ordinateur lambda. Pour le moment, seuls les ordinateurs quantiques seraient capables de casser une clé assez rapidement, mais voilà, ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Du coup, si le hacker veut falsifier une requête, il prend la requête, le faux coucou, il le crypte avec une clé privée, mais comme il n'a pas la clé privée du serveur, parce qu'il n'est pas authentifié, à part s'il la vole, mais s'il est à distance, il ne peut pas la récupérer, il va le crypter avec une autre clé. Ça va donc donner un autre chiffrement, puisque seule cette clé-là chiffre coucou comme ça, ce qu'on appelle un hachage. Et du coup, quand le user va décrypter avec la clé publique qui est associé à son proxy, et ben il va trouver un résultat qui n'est pas correct. Et du coup, il va savoir que la liaison est corrompue. Donc, le couple de clés privées publiques, c'est-à-dire le serveur avec sa clé, si quelqu'un veut falsifier le message, il sera détecté au moment du déchiffrage. C'est le principe de chiffrement utilisé pour le Bitcoin. Et du coup, une personne qui veut décrypter une clé, ça lui prendrait des années avec un simple ordinateur. Enfin, on termine avec la limitation de requête et le CORS. Donc ça, en fait, la limitation, ça va être côté serveur, on va dire Apache. Tout ce qui vient de cette IP, tu limites à 10 appels d'API par minute. Par exemple, pour éviter de se faire attaquer au niveau du DDoS, d'accord, ou quelqu'un. Et c'est pas forcément le problème de la personne, ça peut être aussi un bug côté client qui fait que bah voilà, en React, il y a un rafraîchissement infini d'un render et du coup ça rappelle infiniment votre API. Donc voilà, ça permet de ne pas surcharger votre serveur. Et au niveau du CORS, donc le Cross Origin Resource Sharing, c'est-à-dire en fait que votre API, vous pouvez la partager à quelqu'un d'autre. C'est un mécanisme de sécurité qui fait que, par défaut, les navigateurs interdisent ce type de pratique pour éviter justement les problèmes de sécurité et être sûr que un client échange bien avec son serveur au niveau du protocole HTTP. Mais si vous utilisez une application qui a besoin d'une API externe, eh bien l'API externe, le serveur externe, doit rajouter dans ses entêtes HTTP qu'il autorise le fait qu'un autre domaine puisse venir se servir chez lui de son API. Et dans ce cas-là, il faudra une modification côté Apache pour justement modifier les entêtes HTTP. Alors, au niveau du CORS, sur Apache, on peut modifier le site available au niveau de la conf et aller rajouter un access control origin étoile pour dire j'autorise tout le monde à utiliser mon API. Enfin, ce sont des mots-clés qu'on rajoute dans l'entête HTTP en début de vidéo. Bien sûr, on redémarrera son serveur Apache pour pas qu'il y ait de problème. Et puis pour terminer, lorsque on met en place une appel d'API, il y a un échange supplémentaire qui est fait. Donc on peut voir des requêtes supplémentaires dans les trames Wireshark. En fait, en tout premier lieu, le client, donc Firefox, envoie une requête CORS préliminaire et il va dire au serveur, est-ce que tu autorises ce domaine à se connecter à ton site et aller chercher ton API. Donc dans les échanges HTTP, on a un échange supplémentaire qui permet une demande du navigateur au serveur. Si le serveur répond en mettant un access control avec étoile en disant oui, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire j'accepte tout le monde, et bien ensuite Firefox ou le navigateur va envoyer la vraie requête HTTP pour la vraie demande de la ressource.
Il est possible donc, comme je l'ai dit, de modifier Apache ou Nginx. Donc là, je vais parler que d'Apache parce que c'est celui que je propose le plus dans les vidéos, mais on fait la même chose avec Nginx, d'utiliser un module pour justement limiter les IP, le nombre de requêtes par IP, et pour un peu limiter en gros les requêtes abusives sur son serveur. Donc ça, c'est très important de mettre en place à partir du moment où vous commencez à avoir une application qui commence à générer beaucoup de trafic pour justement soulager un peu votre serveur. Je vous propose maintenant en exercice les exercices suivants. Mettre en pratique ce principe front back PHP et de mettre en place une API qui fait juste que donner un chiffre aléatoire. Donc on va utiliser la méthode rand entre 0 et 100 par exemple côté valeur. Vous allez le récupérer en côté JavaScript avec la méthode fetch. Et une fois que vous aurez le résultat, donc que vous allez accéder à ce résultat. Alors généralement pour accéder à juste une donnée, c'est data de 0 puisque la donnée, il n'y en a qu'une dans le tableau, c'est à l'indice 0. Et bien une fois que vous avez cette donnée, c'est de faire un peu de JavaScript pour aller modifier une div. Et donc pour modifier une div, il faut faire un getElementById, récupérer la div en HTML et enfin en code, et puis faire un point inner HTML pour modifier son contenu et pouvoir afficher la valeur aléatoire. Vous pouvez faire un bouton pour appeler l'API fetch ou alors utiliser un setInterval. Donc c'est une fonction qui s'exécute par exemple tous les X millisecondes et ça vous permet de voir sur votre page votre chiffre aléatoire qui change automatiquement, ce qui peut simuler par exemple la capture d'un boîtier de température à distance et où vous l'affichez sur votre site par exemple de station de ski. C'est un sorte de petit projet qu'on peut réaliser. En exercice 27, beaucoup plus compliqué, on va essayer plus ici de sécuriser son système. Donc c'est simple, on reprend une API d'une application et on le prête, on envoie l'adresse à son voisin qui va essayer plusieurs manipulations pour essayer de casser votre API. S'il réussit, c'est que vous n'avez pas assez protégé et s'il ne réussit pas, c'est que vous êtes plutôt bon dans la mise en pratique des différentes sécurités. Et puis en petit 2, vous essayerez de mettre en place une limitation des requêtes IP sur l'IP de votre voisin pour justement vérifier qu'il ne puisse pas le faire plus d'une dizaine de fois dans la minute par exemple, pour éviter d'avoir un robot qui spammerait votre site en testant plusieurs possibilités. Cette vidéo est terminée, on a parcouru en 3 leçons les API web, donc une partie théorique sur la première vidéo, une partie démonstration du code JavaScript et PHP dans une deuxième vidéo, et là la troisième vidéo s'attarde un peu plus sur la sécurité et les échanges réseau qu'il y a entre les deux. Avec cela, vous êtes maintenant capable de mettre en place une API pour rendre vos applications beaucoup plus dynamiques et surtout vous pouvez commencer à penser à la sécurité entre les deux parce que vous avez bien vu que l'appel d'une API peut se faire de n'importe où, depuis n'importe quelle plateforme, depuis n'importe quel serveur et donc quelqu'un de mal intentionné peut s'amuser à appeler vos API en rentrant les données qu'il souhaite. C'est pour ça qu'il faut sécuriser au maximum son application.